Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement, petit café sur le côté, on va parler investissement. Au sommaire de cette vidéo, je vais vous dévoiler la performance de mon portefeuille après un an d'investissement et j'en suis pas peu fier. On verra alors quelle a été ma stratégie d'investissement, si celle-ci a payé ou pas. Bon, spoiler, ça a payé. J'enchaînerai ensuite sur les prochains investissements, mes prochaines targets, comment j'envisage la suite, etc. Enfin, on terminera sur une petite revue de mon portefeuille immobilier chez Realty, dans lequel j'ai investi depuis plus d'un an déjà, près d'un an et demi. Commençons. Je fête actuellement les 1 an du portefeuille de ce portefeuille de Giro que j'ai ouvert en mai 2023 et je dois dire que je suis assez fier de sa performance. En effet, sur la première année, on a dépassé aisément les 20% si on prend l'entièreté du portefeuille, avec presque 35 000 euros d'investis, dont 5 700 euros de plus-value. Ce qui n'est pas forcément impressionnant si on se compare à la performance du SP500 sur l'année passée. Par contre, quand on prend la performance de la partie stock picking de mon portefeuille, les résultats sont assez impressionnants, je dois dire, avec près de 24% de gains. On talonne donc le SP500 qui a fait plus ou moins 24% également sur l'année passée. Pour une première année, je trouve que c'est pas trop mal et je suis assez fier de moi, je vais pas vous cacher. À voir donc si on va pas se faire larguer les années suivantes par le SP500, mais pour une première année, je trouve que c'est plutôt pas mal. Tout ça a été possible avec des actions comme Microsoft, qui ont fait plus de 50% en un an pour ma part. Pourquoi j'en ai pas acheté plus, vous direz, voilà, mais bon, c'est comme ça. Donc plus ou moins 50% en un an pour Microsoft. Alphabet aussi, qui à l'époque où j'avais investi était vraiment à la traîne comparé au reste de la tech américaine, et j'en avais parlé justement, c'est pour ça que j'avais investi dedans. Donc je suis assez content de la performance, en plus ça reste actuellement encore une très bonne boîte dans laquelle investir. Je continue d'investir dessus parce que justement elle respecte tous mes critères. On en reparle justement de ces critères juste après dans la deuxième partie de cette vidéo. Donc restez jusqu'à la fin si ça vous intéresse de faire du plus 24% sur l'année. Ensuite, forcément, on a quelques déceptions avec certaines entreprises, notamment STMicroelectronics. Franchement, à part dire que le marché français est pire que le marché chinois en termes d'instabilité, c'est un peu un euphémisme, je pense. Il a suffi d'une dissolution du gouvernement pour faire plonger STMicroelectronics là, ces derniers jours. C'est dommage parce que ça reste une bonne entreprise malgré tout. Mais je suis globalement assez déçu et j'attends vraiment le bon moment pour en sortir, pour être franc. Donc c'est pas forcément une entreprise que je vais garder très longtemps à mon avis. En parlant de marché chinois, on a également NetEase qui traîne des pieds aussi également depuis un certain temps. Elle a fait un petit peu un faux plat descendant depuis ses plus hauts l'année dernière. Pareil, ça reste une anomalie, je pense, qui est due aux incertitudes du marché, surtout du marché du jeu en ligne et des jeux d'argent, qui est assez incertain en ce moment, que ça soit en Chine mais aussi dans le reste du monde. Est-ce que ça serait pas le bon moment d'investir ou le bon moment de fuir ? On en reparle après parce que voilà, j'ai d'autres choses à dire sur ce marché du jeu en ligne. Quelques mentions honorables pour Richemont, Technoglass et Visa, qui ont respectivement pris 18%, 33% et 14% sur mon portefeuille. Pour Richemont, je suis assez content. J'ai vraiment investi au plus bas lors de la mini-crise du luxe en fin d'année 2023. Et pour le coup, elle s'en tire bien mieux que son homologue français LVMH. Quand on regarde le year-to-date de LVMH, c'est pas fameux. On se demande pourquoi, hein. Peut-être parce que c'est français et pas suisse comme Richemont. Hein. Voilà, je veux pas enterrer LVMH. Mais... Ensuite, Technoglass fait partie des pépites que j'avais repérées à l'instar de NetEase l'année dernière. Elle a fait son petit bonhomme de chemin avec plus de 30% de plus-value, donc c'est plutôt pas mal. Dernièrement, elle a un petit peu baissé, mais lors de la journée du 25 juin dernier, elle a pris 20% en un jour. C'est dû aux récentes annonces du comité de direction de l'entreprise qui souhaite développer des stratégies alternatives
pour accroître la capitalisation de l'entreprise, je cite. Donc en d'autres termes, on n'est pas à l'abri d'un rachat d'entreprise concurrente ou autre, ce qui est assez rassurant finalement pour une entreprise de ce type-là. Entreprise d'ailleurs, pour rappeler, Technoglass, c'est une entreprise dans le bâtiment qui fabrique toutes sortes de glaces en fait pour comment on dit, pas de glace, de vitres plutôt, pour tout type d'entreprise, hein, que ce soit des entreprises de construction de bâtiments type commerciaux, mais aussi de bâtiments type habitation. Donc à voir si je la renforce dans les prochaines semaines en fonction des futurs résultats et des éventuelles corrections qu'il pourrait y avoir, parce que 20% en un jour, vous dites bien que bon, ça va peut-être se corriger un petit peu d'ici là. Enfin Visa, RAS sur le sujet, 14%, je trouve pas ça énorme au vu de la qualité de l'entreprise, mais bon, on prend quand même. Même si j'avais pas investi grand chose dessus, j'avais investi que 500 € à peu près dessus, donc c'est pas non plus, voilà, c'est pas ça qui a fait toute la performance de mon portefeuille. Je me vois mal la renforcer non plus, parce que ça reste encore très cher avec un PER de 37, il me semble. Donc ça fait aussi partie des boîtes qui vont sûrement être éjectées de mon portefeuille comme ST Microelectronics. On arrive enfin sur le grand gagnant de la performance absolue, Rovi, 80% de plus-value en un an, même plus de 80%, quasiment 90% pour mon cas. C'est assez incroyable pour le coup, on a presque doublé l'investissement en un an. J'ai commencé à investir au plus bas quand l'action valait à peu près 40 € à l'époque. Et je vous en avais parlé justement dans ma première vidéo du coup qui date d'il y a un an. J'ai continué d'investir dessus tout au long de la remontada entre guillemets de Rovi jusqu'à peu près 50 € quand la valeur de l'action était à 50 €. Ce qui m'a donné un PRU d'environ 47 € et des brouettes. Puis je l'ai laissé filer to the moon comme on dit. Pour rappel, Rovi, c'est une boîte pharmaceutique espagnole. Elle est spécialisée dans la recherche, le développement et la fabrication de médicaments de toutes sortes, notamment ceux prescrits dans le cas de l'ostéoporose, les douleurs musculaires, l'arthrose, etc. Encore une fois, c'est une entreprise que j'ai choisie pas au hasard, mais parce que elle respecte ma fameuse liste de critères que j'ai mis en place et que je respecte à chaque fois que j'investis dans une entreprise et que je vais vous dévoiler tout de suite, du coup. Ces critères sont une marge nette supérieure ou égale à 20%, un ROE supérieur ou égal à 20%, pas ou très peu de dettes, et enfin un PER inférieur ou égal à 25. Je peux monter jusqu'à 30 dans de rares cas, quand l'entreprise est vraiment exceptionnelle, mais jamais au-delà. Si on a un Microsoft qui a plus de 50% de ROE et de marge nette, oui évidemment que je vais investir dedans, ça reste une entreprise qui est très qualitative pour le coup. Concernant le dividende, je check si l'entreprise en verse un. C'est toujours un plus, mais c'est pas du tout un critère pour moi pour le coup. En fait, pour ce qui concerne le dividende, j'ai déjà pas mal investi dans des ETF qui me rapportent chaque mois un revenu passif. C'est d'ailleurs le but ultime, hein. Pouvoir avoir un portefeuille suffisamment gros pour me rapporter un revenu passif et atteindre la liberté financière. Mais avant ça, il va falloir travailler, parce que 35 000 €, c'est pas assez pour avoir un revenu passif. Si vous avez bien suivi jusqu'ici, vous avez dû voir que j'ai pas parlé d'une entreprise du portefeuille, même de plusieurs entreprises. C'est Evolution AB, entre autres. J'en ai pas parlé plus tôt car je viens tout juste d'investir dedans, donc je la compte pas dans la performance forcément. Après un an et après avoir fait le bilan sur mon portefeuille, je suis assez satisfait de la stratégie que j'ai adoptée, et c'est pourquoi j'ai décidé de continuer à investir dans ce sens. Donc on va continuer d'investir dans les entreprises qui respectent les critères que je vous ai cités précédemment. Donc on a commencé par Evolution AB, qui est une boîte suédoise. Coucou la diversité géographique. Donc une boîte suédoise qui est spécialisée dans la conception de logiciels et d'applications pour les boîtes de casino en ligne. On est encore dans la tech, mais plus dans le divertissement cette fois, contrairement à d'autres boîtes tech. Donc on est clairement dans le même secteur un peu que NetEase. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que j'allais revenir dessus. Encore une fois, très bonne entreprise qui a bien PC ces derniers temps et qui respecte tous mes critères avec une marge nette de près de 60% sur l'année 2023. À titre de comparaison, je crois que c'est autant qu'un Mastercard ou qu'un Visa, donc c'est pas mal.
Un ROE de 28%, pas de dette, et un PER de 18, ce qui la rend plutôt attractive pour le coup ces derniers temps. Je pense aussi continuer à renforcer mes positions dans Google, à mon avis. Ça reste l'entreprise de la Big Tech américaine la plus abordable selon moi, avec toujours un fort potentiel comparé à ses consoeurs du même secteur. Enfin également sur mon radar, Monster, je dirais même Monster Beverages. Ça faisait longtemps que je voulais investir dessus, mais c'était toujours trop cher pour moi. Et là, depuis quelques mois, on a également eu une baisse, donc je pense que ça va être le bon moment de rentrer dedans, en tout bien, tout honneur, hein, bien sûr. J'ai déjà mis une pièce dedans. En plus de ça, ça va me permettre de diversifier encore plus en rentrant dans le secteur de la consommation que je n'avais pas encore sur ce portefeuille. Même si avec tous les ETF que j'ai, je suis déjà assez diversifié. En parlant d'ETF, je pense renforcer ma position dans le SPDR S&P Global Dividend Aristocrate. Pourquoi ? Parce que c'est un des seuls qui verse son dividende au mois creux, genre en novembre, février, mai et août. Donc c'est pas mal si vous voulez lisser un peu votre revenu passif. Tous les ETF type SP500 de Vanguard ou iShares versent au mois de mars, juin, etc. Donc ça peut être intéressant de se diversifier de cette manière si votre but est le revenu passif comme moi. À part ça, je pense revendre certaines de mes positions en ETF, surtout les ETF européens en fait, type Eurostock 600 par exemple. Franchement, le rendement fait pas rêver, je trouve, ni la perf quand on compare au reste du monde. Donc à quoi bon se diversifier géographiquement en ETF quand un simple ETF monde verse plus de dividendes et a une meilleure perf ? Je vous le demande. Donc on va sûrement revendre tout ça à l'avenir et réinvestir tout ça dans un ETF monde et sûrement un peu de Nasdaq, indice dans lequel j'ai déjà commencé à investir un petit peu également et qui fait mieux en l'espace d'un mois que l'ETF européen en un an. Mais bon, je dis ça, je dis rien, je vais arrêter d'enterrer l'Europe, je pense qu'on a compris entre LVMH et tout ça. On passe à la dernière partie de cette vidéo qui sera assez rapide, c'est mon portefeuille Realty. Si vous ne connaissez pas, Realty, c'est une sorte de SCPI, mais fondée sur la blockchain et les cryptos. Ça peut faire peur dit comme ça, mais clairement, la facilité qu'on a à investir dans l'immobilier grâce à cette boîte, c'est vraiment du pain béni. La majorité de leur offre immobilière se trouve à Détroit de base, mais en ce moment, Realty propose de plus en plus de projets immobiliers en dehors des États-Unis, notamment au Panama et bientôt en Europe normalement. Lorsque vous investissez donc chez Realty, vous achetez une ou plusieurs parts de propriété qui peuvent être des maisons ou un immeuble parfois. Puis chaque lundi, vous recevez les loyers de la part de propriété que vous avez achetée ou les parts que vous avez achetées. Là où le management de Realty est très fort, c'est que la plupart des propriétés ont une rentabilité de près de 10%. Rien à voir avec les SCPI à la française, hein, très clairement. Au-delà des tokens de maisons ou appartements qui sont loués et qui vous appartiennent et pour lesquels vous percevez un loyer chaque lundi, Realty propose également des debt tokens, c'est-à-dire des tokens de dette. En fait, vous prêtez votre argent à une personne qui souhaite acheter un bien immobilier et celle-ci vous rembourse avec un intérêt. C'est le cas de la dernière propriété qu'ils ont sur leur marketplace actuellement, qui se trouve au Panama et qui verse du 10% d'intérêt par an. Personnellement, je passe par leur système de portefeuille walletless pour le moment, mais vous pouvez aussi passer par votre portefeuille MetaMask si vous avez déjà des cryptos. Donc certes, en passant par le walletless de Realty, je mange quelques frais de transaction entre guillemets qui ne dépassent pas les 1,5%, sachant que le minimum de rentabilité sur une maison ou un appartement est de 9% environ. C'est vraiment pas la mer à boire si vous revendez même au bout d'un an, si vous revendez, c'est pas la mer à boire. En un an et demi d'investissement chez Realty, j'ai investi près de 12 000 euros dans plus de 100 propriétés différentes, à la fois à Détroit, Cleveland, Chicago et au Panama. Actuellement, je touche 18,79$ par semaine. Avec les dernières propriétés et les debt tokens que j'ai achetés au Panama, on devrait arriver au mois de septembre à plus de 22$ de revenus hebdomadaires. On se rapproche tout doucement donc de la barre symbolique des 100$ de revenus passifs grâce à Realty. Et ça, c'est incroyable en seulement un an et demi.
Si vous avez la moindre question sur Realty, n'hésitez pas à la poser en commentaire. Également, sur leur site se trouve une FAQ qui répondra à toutes vos questions. Je vous mets évidemment tous les liens en description de cette vidéo. Pour conclure cette vidéo récapitulative de mon portefeuille et de mes investissements, ça fait maintenant 1 an que j'investis sur DEGIRO. Malgré certains frais, surtout lorsqu'on investit sur des places boursières un peu exotiques, type Suisse, Espagne ou Suède par exemple, on mange quand même de gros frais, on va pas se mentir. À part ça, je suis assez satisfait. Sur 2 ans donc d'investissement en bourse, j'ai donc réussi à investir près de 35 000 euros, dont 6 000 euros de plus-value. Et près de 12 000 euros en immobilier via Realty, avec un revenu passif qui s'élève à plus de 100 euros par mois, en moyenne si on combine les deux portefeuilles. Très clairement, on est presque même parfois à 200 euros par mois, les bons mois, type mars, juin, etc. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Merci à vous de l'avoir suivi. Si ça vous intéresse, je prépare déjà la vidéo de la semaine prochaine qui sera un top 5 des actions dans lesquelles investir en ce début d'été. Si vous trouvez que tout est trop cher, donc restez branchés car ça peut peut-être vous intéresser. J'ai peut-être la solution pour vous. Allez, je vous dis bye bye et à la prochaine.